un certain nombre de nécessités. Je vais essayer de les énumérer en essayant de traduire exactement ce que tout le monde a dit et sans déformer les intentions et les positions de chacun des intervenants, en les remerciant encore une fois pour leur participation. Alors d'abord, il y a eu comme nécessité celle de réaliser un Green Deal pour retrouver un ciel bleu. Ce sont les paroles de monsieur l'ambassadeur de Tunisie, donc en Italie. Il y a aussi la nécessité de retourner à une production de proximité pour éviter les situations de pénurie vécues durant la crise. Ensuite, nous avons vu la nécessité de changer de méthodologie, de paradigme et de mentalité au niveau de la formation, qui doit surtout répondre aux besoins des personnes à former et non plus seulement aux objectifs des formateurs. On continue avec la nécessité de placer la personne, l'individu, l'être et le bien-être au centre des préoccupations des institutions financières pour donner l'argent à ceux qui le méritent. Ensuite, nous avons vu la nécessité de réduire les inégalités au niveau de la sécurité alimentaire, et ce tout en produisant plus et mieux, ou encore autrement en préservant nos ressources naturelles. Nous avons continué avec la nécessité d'élaborer un nouveau mode de gouvernance de la mondialisation, tout en réalisant les restructurations institutionnelles nécessaires pour accompagner ce mode de gouvernance. Nous avons continué avec la nécessité de réfléchir sur la crise, car une crise peut devenir une opportunité lorsqu'elle repose sur la coopération internationale. Ensuite, nous avons vu la nécessité de relever les défis sanitaires et sociaux, en particulier de la mondialisation, en considérant la santé comme un droit universel, un bien commun, et en consolidant le rôle social des États, tout en repensant le multilatéralisme. Par la suite, nous avons vu la nécessité de faire des propositions politiques convaincantes et crédibles pour améliorer la relation entre les jeunes et la politique, puisqu'il y a une désaffection des jeunes pour la politique. Et toujours en continuant, nous avons vu la nécessité de revoir et de faire évoluer les relations entre la société et l'État, surtout face à l'anxiété des individus et même des collectivités. Par la suite, nous avons vu la nécessité d'apporter des réponses sanitaires globalisées avec l'utilisation des médias sociaux pour une diffusion massive et rapide des expériences et des données scientifiques entre les nations, ainsi que l'amélioration de l'accès à la technologie dans les pays moins développés. Je continue avec la nécessité de contrôler et d'encadrer et même de réguler la diffusion des informations sur les médias sociaux pour éviter la désinformation et la manipulation des utilisateurs de ces médias. Nous avons continué avec la nécessité de conforter, de développer et de coordonner les mesures de protection et d'accompagnement des jeunes, des plus vulnérables, et ce, en mettant en place un système d'urgence intégré, en particulier en période de crise. Par la suite, nous avons vu la nécessité de garantir un vaccin unique et par là une protection vaccinale, même aux populations les plus pauvres, en faisant en sorte que pour une fois l'esprit humanitaire l'emporte sur l'esprit ou sur le pouvoir politique. Et nous avons continué avec la nécessité de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance numérique des données qui permet d'en garantir la maîtrise, car cette maîtrise, il s'agit pour cette maîtrise d'un enjeu de sécurité et de souveraineté des États, et un enjeu démocratique pour les populations, sans oublier un enjeu de création de valeur pour les entreprises. Nous avons vu par la suite la nécessité de construire des villes équitables qui génèrent sécurité, opportunité et bien-être, car la sauvegarde de la planète ne peut se faire sans la collaboration et l'engagement de tous pour atténuer les inégalités. Pour continuer, nous avons vu la nécessité de renouveler et revoir le management de la culture pour permettre un plus grand développement du marché de l'économie territoriale et par là une amélioration de la compétitivité pour le bénéfice de tous. Nous avons continué avec la nécessité de repenser et de recadrer la nécessaire solidarité Nord-Sud et Sud-Sud afin de faire de la Méditerranée un espace qui nous unit. Et nous avons terminé avec la nécessité de tenter de parvenir à une dimension mondiale unifiée permettant de partager des connaissances tout en cherchant à réaliser un équilibre entre la culture et l'économie avec rigueur, compétence et un sens élevé du bien commun. Pour conclure, je vais reprendre en fait des questions posées par son Excellence le professeur Mohamed Aziz Ben Achour, qui a dit entre autres: est-ce qu'une fois que la pandémie aura disparu, il y aura un effort commun de réduire les inégalités et de protéger l'humanité des excès manifestes du libéralisme? Ou encore, la technologie de plus en plus sophistiquée utilisée actuellement au niveau scientifique va-t-elle fournir des informations et des données qui risquent d'être utilisées dans d'autres domaines, dans la surveillance accrue des citoyens? Merci à tous.
Et j'espère avoir été fidèle. Merci beaucoup, merci beaucoup, Madame Melek. Moi, je vous propose tout de suite, s'il vous plaît, je préférais qu'on écrive, une fois que la pandémie aura disparu, y aura-t-il un effort commun, etc., de protéger l'humanité des excès manifestes de la mondialisation. D'accord. S'il vous plaît, parce que le libéralisme, c'est quand même... Pour ne pas froisser notre ami Aïm. D'abord, et deuxièmement, parce que quand même... Surtout, pas d'abord. Surtout. Mais aussi j'ai quand même un minimum d'honnêteté intellectuelle. C'est que je sais qu'il y a beaucoup de régimes et de pays, notamment la Chine, qui profitent amplement de la mondialisation. On ne peut pas les qualifier de pays libéraux quand même. Absolument. Moi, ça ne me dérange pas spécialement. Enfin, bravo. On va dire que j'arrive à faire marcher. Merci, Daniel. Professeur San-Martin, vous voulez prendre la parole? Alors, des mots sur le professeur Sammartino. C'est un membre de notre fondation. C'est le coordinateur du réseau des universités de la Méditerranée, NUNA, très important, professeur d'université et une personnalité importante de la ville de Naples, cher ami et collaborateur du maire Gaetano Manfredi. J'ai terminé. À toi. Alors, tout d'abord, je remercie Miguel pour cette invitation. Un jour, quand je participe, je suis tellement pris de ce qu'il propose. Et c'était vraiment 2 jours très intéressants. On est passé le pragmatisme de quelqu'un des conférenciers jusqu'à le rêve de Picachamara. Mais c'est un rêve, c'est pas important de rejoindre le rêve, de résoudre tous les problèmes. C'est qualifiant la recherche de le faire. On a parlé de beaucoup de choses et j'étais vraiment ravi de quelques conférences, par exemple la conférence de conférenciers jeunes d'aujourd'hui, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Voilà. Et c'est lui qui a parlé, par exemple, des positifs et négatifs des social médias. Et ça, c'est très, très important. Et quand il a parlé de la nécessité des sources humaines pour régler les social médias, je suis tellement d'accord. Et ça nous permet de dire, ok, les nouvelles technologies, les nouvelles possibilités qu'on a sont quelque chose qui nous peut aider beaucoup, mais il faut bien sûr les régler. Et il y a eu une question qui a posé Madame, elle a dit quelle est la limite? La limite, il n'y a pas une limite, il y a le bon sens, je crois. C'est l'unique chose qui nous peut conduire à quelque chose de bien. Donc, Capasso, enfin, j'ai entendu toutes les recommandations, bien sûr, je suis d'accord sur tous les points. Il a parlé de la culture, de la possibilité que la culture nous peut aider et peut être le moteur du changement. Nous, à Naples, on a fait ce choix. Il y a un mois, on a élu Gaetano Manfredi, qui n'est pas seulement un ami, mais c'est un frère pour moi, et qui m'a nommé délégué pour toutes les activités internationales de la Federico II. La Federico II, c'est la 2e plus grande université italienne, jusqu'après la Sapienza, parce que la Sapienza a 110 000 étudiants et nous 90 000. Mais nous sommes la plus ancienne université laïque au monde, parce que c'était fondé dans le 1224. Bologna, elle était fondée 4 années avant, mais elle n'était pas laïque. Donc c'est pour ça que j'étais la laïque la plus ancienne au monde. Donc
et nous avons fait avec l'élection de le nouveau maire Gaetano Manfredi, que c'est quelqu'un d'exceptionnel, je le connais bien, qui a une culture fantastique, mais une culture qui n'est pas une culture, comme on dit, pas inclusive. Ça veut dire que c'est une culture appliquée à la réalité. Ça, c'est très important. Et on veut changer, on veut avoir une future différente de la ville de Naples à travers la culture. Par exemple, il a fait quelque chose quand il était recteur de l'université, président de l'université. Il a fait la première académie européenne de l'AIOS, ça veut dire de Happel. Maintenant, tous les jeunes qui viennent aussi du nord d'Europe, ils doivent venir à Naples parce qu'il y a seulement une académie en Europe de l'AIOS, de la Happel, qui a été fondée par l'université Federico II dans la banlieue de Naples. Et on a requalifié toute la banlieue avec cette académie. Ça, c'était vraiment quelque chose de génial qui a fait notre maire maintenant. Donc, je pense que pour ce qui concerne ce qu'on a discuté aujourd'hui avec la Tunisie, ok, vous avez compris maintenant que la Tunisie, pour moi, c'est un pays très important, c'est mon deuxième pays. J'ai ma maison là-bas, je travaille avec les facs de la Tunisie depuis 20 ans au moins, surtout avec la fac de Monastir, parce qu'à Monastir, vous savez, il y a la fac de médecine interne. Et je suis maintenant le doyen de médecine interne de l'université de Naples, Federico II, donc les rapports sont commencés par cette. Mais maintenant, on a fait ce réseau de 30 universités de la rive sud et est de la Méditerranée avec la Federico II. Et on a signé l'accord avec beaucoup d'universités tunisiennes, Almanar, Carthage, Sousse, Sfax, Monastir, l'autre, comment ça s'appelle ok, je ne me souviens pas. Voilà, c'est ça. Donc, et on est en train de faire beaucoup de projets avec les universités tunisiennes. Je connais la Tunisie depuis 1981, ça veut dire c'est 40 ans que je vais en Tunisie. J'ai aussi ma maison maintenant à Kélibia. Et ce que j'ai vu, c'était le développement de la Tunisie depuis quand je suis arrivé. C'était juste après, presque après la période de perte de la patrie de Bourguiba. Et j'ai vu tout le chemin avec Ben Ali, et après la Saoura, la révolution, et après le chemin. Et ce qui m'a toujours touché, c'était le fait que les femmes tunisiennes sont l'avant-garde dans tout le monde arabe et musulman en général. Parce que vraiment, la force de la Tunisie, c'était toujours la femme. Les premiers liens avec l'université de Monastir, c'était une femme que tu connais, Madame Fatel Benamor. Et j'ai vu la force des femmes, j'ai vu comment elles l'ont géré après la Révolution, une atteinte, comment on dit en français, une tentative, comment on dit, tentative. Le fait que je parle plusieurs langues, ça veut dire anglais, espagnol, français, c'est bien, mais parfois je mélange dans la tête. Les baisse comme un gabès, on dirait. Donc, et j'ai vu qu'après la Saoura, on a eu un temps où il y avait le parti religieux, le pouvoir, on avait des suggestions un peu théocratiques, et j'ai vu les femmes qui sont descendues dans les routes. Donc,
elle était le gardien de cette nouvelle faible, parce que c'était nouvelle, démocratie. Donc vraiment, et aussi aujourd'hui j'ai vu des conférences ravissantes parmi les femmes, et donc ça confirme que vraiment une des choses plus importantes en Tunisie, c'est le rôle de la femme. Mais les hommes pas mal. Donc, je suis très heureux d'avoir participé, d'être là pour ce jours. Je vois que les recommandations sont un point de pas d'arrivée pour se démarrer en futur. On a une chance d'avoir à Naples un consul fantastique, une femme très active qui vraiment est très bien à intégrer la communauté tunisienne dans la ville. Elle est une femme surtout, l'exemple des femmes tunisiennes, elle est culturelle, elle est dynamique, et la capacité vraiment de partager avec notre institution, surtout la culture et après toutes les choses. Donc, ce que je peux faire est d'être à disposition pour toujours la Fondation Mediterraneo et les amis tunisiens pour ce que je peux faire, et de faire mes compliments à tous vous pour ces 2 jours où on n'a pas fait de blabla, mais on a parlé des problèmes, des projets et des rêves. Et il faut toujours avoir des rêves pour avancer dans la vie. Merci à tous. Grazie alla senatrice Valeria Valente, che è una cara amica. Vicino a me c'è il ministro Benashour, la console Bea Belbag e tutti gli amici tunisini di queste 2 giornate intense che si concludono con questo tuo intervento. Subito dopo c'è la lettera della Presidente del Senato Casellati, che doveva intervenire, invece ha mandato un messaggio conclusivo. Prego Valeria, a te la parola. Intanto grazie davvero per questo invito alla Fondazione Mediterranea e a tutti gli altri partner significativi e importanti di questa iniziativa, di questi giorni, che mi paiono davvero particolarmente preziosi. Dico subito che credo che una riflessione come questa in questa fase storica, in questo tempo, ne avremo davvero tanto bisogno. Mi auguro che questo esempio sia seguito da tanti altri. Ragionare di come il mondo, di come il nostro paese esce da questa drammatica pandemia che ha segnato così profondamente le nostre vite, i nostri stili di vita, i nostri modelli di sviluppo, i nostri modelli sociali, cioè il nostro modo di stare insieme ma anche di pensare. Valeria, scusami, siccome per la traduzione traduco io, quindi ti fermo e faccio la sintesi, un momento faccio veloce insomma. Quindi Madame la sénatrice Valente, il donne le bienvenue à tous les partenaires du Forum de l'Académie politique, la Konrad Adenauer Stiftung, et dit que des moments de réflexion et de conférences comme celui-ci, on aura besoin toujours plus tous les moments. Ok. Credo che in questa fase abbiamo bisogno innanzitutto di una consapevolezza. Siamo entrati dentro questa pandemia purtroppo già segnati da tante disuguaglianze. Non tutti l'abbiamo attraversata allo stesso modo e ne usciamo purtroppo drammaticamente con più disuguaglianze e con tanti altri tipi di disuguaglianze, perché nella pandemia alcuni hanno sofferto più di altri, alcuni si sono impoveriti più di altri, alcuni ovviamente hanno resistito meglio, alcuni addirittura non se ne sono accorti. Madame Valente dit que malheureusement dans cette pandémie on a eu beaucoup d'inégalités, beaucoup de dramatiques inégalités. Quelqu'un plus, quelqu'un moins, quelqu'un a compris les inégalités, mais la vérité est que cette pandémie a produit une augmentation des inégalités.
Quindi la vera sfida oggi è come affrontare questo post-pandemia, e io credo che forse anche rispetto al panorama politico potremmo distinguere, diciamo, i due grandi blocchi, al di là adesso delle appartenenze di carattere più ideologico o politico, ma chi pensa che si possa tornare a quello che c'era prima della pandemia così com'era, e chi pensa invece che dovremmo ricostruire un post-pandemia sanando le strutture che c'erano prima della pandemia e quelle altre strutture che si sono create durante la pandemia. Io credo che noi dovremmo stare, per capirci chiaramente e nettamente, in questo secondo, diciamo, come del gruppo di pensiero. Madame Valente, il dit qu'il faut, pour faire face à la pandémie, il faut poser une pression politique. Et dans la politique, indépendamment de l'appartenance, il y a deux dimensions. La dimension de ceux qui souhaitent de retourner au temps avant la pandémie et de qui il dit nous sommes après la pandémie, il faut améliorer les structures sanitaires, il faut changer la mentalité, il faut donner importance à l'homme et à la santé. Io mi voglio soffermare soltanto su una delle tante disuguaglianze, per i pochi minuti che mi sono stati offerti. Quindi dico sicuramente che le disuguaglianze camminano molto spesso a braccetto, ma in modo particolare ad avere sicuramente pagato un prezzo, come molto spesso accade, alto, altissimo di questa crisi, sono state sicuramente le donne, che hanno attraversato questa pandemia pagando molto spesso anche con la vita, ma non solo con la vita, con i sacrifici, con l'edizione, perché poi si sono rivelate semmai anche soggetti più resilienti e resistenti, ma hanno fatto dei sacrifici umani sicuramente molto più grandi, e le abbiamo viste protagoniste di questa pandemia, sono state sicuramente le donne. Ricordiamo le donne nel settore dei servizi, le donne nei supermercati, le donne infermiere, le donne nel mondo della ricerca, semmai non quelle, non le prime linee, ma sicuramente quel popolo silenzioso, laborioso, concreto, e che ha fatto da sempre del lavoro di cura un suo asse, diciamo, un suo asse dello stile di vita, perché la donna, come dire, in qualche modo non è naturalmente protesa, no? a questa idea, questa non soltanto ruolo materiale e fisico, non perché mette al mondo un figlio, ma perché è naturalmente tesa alla valorizzazione del lavoro di cura. E quindi credo che le donne dentro questa pandemia siano state maggiormente protagoniste da un lato, ma abbiano anche e soprattutto pagato, purtroppo anche per questo, il prezzo più alto, e ne escono sicuramente più indebolite, perché sono quelli che per esempio hanno perso più posti di lavoro. Madame Valente, il dit qu'il veut se dédier à un aspect important des inégalités, qui c'est celui des femmes. Dans la pandémie, les femmes ont payé un prix plus haut que les hommes. Les femmes ont été protagonistes de la pandémie, mais aussi ils ont reçu plus faiblesse. Les femmes ont été protagonistes dans la santé, les femmes qui ont aidé les malades dans les hôpitaux, les femmes qui ont dû protéger ses enfants, les femmes dans les supermarchés, les femmes dans toutes les activités, mais en rapport avec la vie, elles ont reçu une grande faiblesse et ont payé un prix beaucoup grand avec la pandémie, et pas seulement du point de vue matériel, parce que l'idée que la femme peut faire naître un être humain au niveau matériel, c'est pas seulement ça. C'est une dimension plus haute de la valeur de la femme qui, avec sa dimension de protection qui naît dans elle-même, elle a payé un prix très haut dans la pandémie. Quindi dico che adesso forse la nostra sfida è proprio quella di provare a sanare queste disuguaglianze e a ricostruire quindi un mondo innanzitutto più giusto, anche perché abbiamo visto che quello ante pandemia sostanzialmente aveva in sé gli elementi che ci hanno portato dentro questa pandemia, perché questa pandemia non è un fulminante sereno, no? È un grido d'allarme di un sistema, di un ecosistema che ci ha detto attenzione, che stiamo andando avanti in una direzione sbagliata, attenzione che questo sistema ha delle strutture che vanno sanate. Allora dico che forse la principale lezione della pandemia è anche quella che abbiamo visto esplodere durante la pandemia, cioè alcuni grandi assi, penso assi sociali, assi infrastrutturali, che cosa ci hanno dimostrato? Ci hanno dimostrato da un lato una loro fragilità, penso al sistema sanitario, penso al sistema della scuola, al sistema della formazione anticartocale, dall'altro lato però quanto sono determinanti e preziosi, a quanto sia stato errato in questi anni ritenere per esempio l'ambiente un costo, la messa in sicurezza del nostro ambiente, la ricerca un costo,
la cura della salute e del benessere psicofisico delle persone è un costo, l'istruzione è un costo, tutti diciamo questi elementi di fragilità, noi abbiamo visti esplodere dentro la pandemia, quindi abbiamo visto un sistema che assolutamente non regge e che aveva in sé il germe poi delle ragioni che ci hanno portato alla pandemia, quindi il tema vero oggi è come ripensiamo totalmente un altro modello di sviluppo. Madame Valente, il dit que la pandémie, ce n'est pas une chose qui est venue d'un jour à l'autre. Elle est fruit d'une crise de système. Un système qui avait déjà donné des alarmes à niveau climatique, à niveau des injustices sociales, à niveau de l'environnement, à tous les différents domaines. Et le défi aujourd'hui est construire un monde plus juste, un monde plus plongé sur la solidarité sociale et sur l'égalité sociale. Et nous devons écouter ce cri parce que c'est un cri qui vient après des années des activités qui n'ont pas tenu compte soit la personne humaine, soit la planète, soit la dimension du crime, soit toutes les activités qui ont contribué à cette dimension. Une crise de système... Si? Okay. Une crise de système doit trouver une force et un défi pour reconstruire, pas comme elle était en temps, mais avec les nouveaux projets qui doivent être pris dans des décisions pas seulement politiques, mais avec l'évaluation très très exacte sur les problèmes et sur les opportunités que la pandémie a produit, pas seulement en Italie, ma a tutto il mondo. Quindi credo che adesso il nostro obiettivo debba essere uno solo: costruire, riscrivere nuovi paradigmi, costruire nuovi modelli di convivenza civile, sociale, economica e quindi nuovi modelli di sviluppo. E direi che forse ci viene in soccorso proprio l'elaborazione delle donne. Che cosa hanno detto le donne in questi anni? Hanno detto che la cura dell'ambiente, la cura delle persone devono essere al centro delle nostre attenzioni, che la crescita di un sistema non si misura solo con il PIL che cresce, ma anche con l'indice di sviluppo umano e con l'interesse della qualità della vita delle persone. Allora, per fare questo io dico innanzitutto che vanno completamente rivoltati i modelli nei quali abbiamo vissuto fino a questo momento, fondamentalmente i modelli discriminanti, modelli costruiti anche sull'asse uomo-maschio, protagonista assoluto della vita pubblica, sociale, la donna angelo del focolare, protagonista unica e assoluta della gestione del lavoro di cura e del lavoro domestico. Invece dobbiamo ripensare completamente questi modelli, costruire entrambe le sfere, quella del privato, della famiglia, della cura e del lavoro domestico, a misura di donne e di uomini, quindi passare, nel caso della vita pubblica e sociale, professionale e economica, a modelli organizzativi, modelli di gestione del potere, modelli di relazione, modelli di progressione di carriera, costruiti a misura di uomini e di donne, che tengano conto delle differenze tra gli uomini e le donne e che possano essere degli ambienti e dei percorsi, come dire, agiti con semplicità appunto e con agio sia dalle donne che dai uomini, perché oggi le donne per regole ci accedono a quei modelli, ma vestono abiti che sono costruiti a misura di maschi e contestualmente anche invece la vita familiare, il lavoro di cura e il lavoro domestico deve essere qualcosa costruito a misura di donne e di uomini. Quindi si deve passare dall'idea della conciliazione tra lavoro di cura e lavoro professionale tutta sulle spalle delle donne all'idea della condivisione delle responsabilità familiari, cioè gli uomini e le donne insieme devono gestire. Ecco, se noi riuscissimo a cambiare profondamente entrambi queste sfere, diciamo, quella pubblica e quella privata, e costruirle entrambe a misura di uomini e di donne e a accettare così, anche nella lettura pubblica, il punto di vista delle donne, che dice la cura dell'ambiente, la cura delle persone, che significa appunto istruzione, sanità, devono essere ritenute non più un costo, ma un investimento importante per la qualità e il benessere della vita di tutti. Io credo che avremmo tratto da questa pandemia la lezione più importante e avremo finalmente imboccato la strada giusta per promuovere modelli di sviluppo e di crescita realmente ed effettivamente sostenibili oltre che più spiedenti. Madame Valente, il dit qu'il est indispensable construire de nouveaux modèles de développement. Surtout, il faut mettre au centre l'environnement
et la personne humaine doit être au centre. Donc, il faut faire le contraire jusqu'à aujourd'hui. C'est le développement humain qui doit être au centre et il ne faut pas mettre en place la discrimination entre l'homme et la femme comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. L'homme, ce n'est pas seulement celui qui travaille et la femme, ce n'est pas seulement celle qui fait les travaux à la maison avec les enfants. Et ça, dans la vie publique et dans la vie privée, doit imposer un changement de modèle de développement. C'est-à-dire qu'ici, on pense et on fait des projets dans une mesure égalitaire entre hommes et femmes, soit dans la dimension publique que dans la dimension privée. On a donné à le travail de la post-pandémie un élan plus fort, parce que les femmes sont capables d'avoir plus de sensibilité dans la soin de la santé, dans la culture et dans d'autres activités. Et on est sûr que si les femmes puissent avoir un rôle plus important et pourquoi pas paritaire avec les hommes dans la dimension publique, tout le monde va à gagner et la pandémie va trouver des protagonistes importants pour résoudre les problèmes et pour costruire un nouveau modèle de développement. Avevo finito, questa è la cosa che volevo dire, grazie davvero. Grazie, ti faccio dare solo il saluto di qualche donna di vicino che sta qui in modo che... Vieni, sì, pour voir che insomma passa il ministro va a darti il saluto, ma anche una donna tunisina, prego. Dov'è Ayet Dogris è la presidente del forum dell'Accademia Politica ed è lei che ha dato una grande mano per l'organizzazione. La console di Tunisia. Grazie davvero a tutte, grazie. Sono i donni. Grazie davvero. Ti ricordi? Sì. Grazie mille per la partecipazione. Grazie a voi, infiniti. Grazie. Grazie mille. Grazie. C'est un honneur avoir collaboré avec vous et j'espère d'avoir d'autres occasions. Cette maison c'est à votre disposition et les autres sièges aussi pour faire des projets de partenariat avec Madame Ayet, le Forum de l'Académie politique. On a bien travaillé et j'espère de pouvoir continuer à réaliser d'autres projets, d'autres programmes avec vous dès qu'on a très bien travaillé. Merci beaucoup. Quelques mots pour la clôture de notre colloque en tant que membre scientifique du Forum d'Académie politique, et bien que le poste n'existe pas en tant que porte-parole de ce même forum. Des remerciements à Monsieur l'ambassadeur de la République tunisienne à Rome, des remerciements à Madame la consul de Tunisie à Naples, qui nous a fait en plus l'honneur et le plaisir d'être tout le temps avec nous. Des remerciements à tous les participants, présentiels comme on dit aujourd'hui, en présentiel et par le webinaire. Des remerciements, encore une fois, et appuyés à la Konrad Adenauer Stiftung, aussi appuyés à Michele Capasso et à la Fondation Mediterraneo, à Pia aussi, des remerciements, à la jeune femme, la caméra woman que je salue, au caméraman aussi que je salue, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Fondation Mediterraneo. Notre colloque a abordé un sujet brûlant et je suis content qu'il se soit tenu à Naples, dans le magnifique palais de la Fondation. Le Forum d'Académie politique et la Konrad Adenauer Stiftung ont ainsi contribué à l'édification du grand et noble projet des États-Unis du monde initié par mon frère Michele Capasso. À vous tous encore, merci. J'ai oublié une chose importante. La présidente du Sénat, Maria Elisabetta Alberti Casellati, devait être avec nous dans ce moment, mais il y a la réunion de tous les présidents
G20 à Rome qui commence dans quelques minutes. Elle était engagée là. Elle a voulu donner une lettre officielle que je vous donne et que je vais vous lire. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'invitation. Malheureusement, le déroulement de G20 avec tous les chefs d'État du monde ne me permettent d'être avec vous comme je souhaiterais. Je regarde avec grand intérêt l'activité de ce forum et de la Fondation qui est toujours plongée dans la rencontre et le dialogue entre les peuples. Comme nous avons affirmé dans quelques jours à la réunion des présidents des parlements du G20, seulement si chacun d'entre nous assume ses responsabilités et active un processus de coopération internationale, nous pouvons contraster la pandémie et donner impulsion au développement mondial. Nous pourrions affronter et vaincre la lutte au changement climatique, le défi de la soutenabilité et de la transition vers de nouveaux modèles de développement seulement tous ensemble. Nous pourrons assurer à nous tous, aux futures générations, un avenir de confiance et d'espoir. Avec cette souhait, je donne à vous, Monsieur le Président, et à tous les participants au colloque international la souhaite d'une profonde réflexion. L'occasion m'est donnée pour donner à vous tous les salutations les plus cordiales. Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente du Sénat de la République italienne.